intervention est faite par Sophie Nadeau, qui est déjà présente sur l'estrade. Sa conférence s'appelle « La fleur, du pollen à la graine ». Sophie est professeure à l'université de Paris-Saclay. Elle est chercheure dans une équipe qui s'intéresse à la diversité et à l'évolution des plantes. Et elle cherche à caractériser les modèles ou les patrons d'évolution de la gamme, de la forme des fleurs et du pollen, et à identifier les facteurs ayant pu contribuer à la diversification de ces formes. Mais là, elle va nous parler de la fleur et je lui laisse la parole pour 30 minutes. Merci Sophie. Merci beaucoup. Justement, par rapport à ce que je fais en recherche, plus récemment, je me suis tournée vers une recherche orientée. Est-ce que c'est bon là? Vers la façon de transmettre des connaissances scientifiques en botanique vers un public large. Et c'est un exercice qui est pas toujours facile. Donc on va voir si ça marche aujourd'hui. Voilà, alors je vais me mettre un minuteur parce que je peux être bavarde ou pas assez, et donc comme ça je contrôlerai le temps. Et on va commencer dans cet exposé par s'interroger sur ce que c'est qu'une fleur, les différentes façons de voir ce que c'est qu'une fleur. Et j'ai repris, j'ai lu il y a pas longtemps le dernier livre de Gustave Flaubert, celui qui est resté inachevé, Bouvard et Pécuchet, dans lequel un des protagonistes affirme que toute plante a des feuilles, un calice et une corolle enfermant un ovaire ou péricarpe qui contient la graine. Est-ce que c'est vrai? Eh ben non. Non, puisque toutes les plantes n'ont pas de fleurs. Un fleur qui correspond dans la définition donnée précédemment à calice et corolle enfermant un ovaire ou péricarpe qui contient la graine. On va revoir tout ça. Mais les plantes à fleurs sont le groupe de plantes le plus diversifié sur Terre, en termes d'abondance et de nombre d'espèces et de stratégie écologique, donc d'adaptation. Donc c'est un groupe majeur qui est le pilier de la plupart des écosystèmes terrestres, d'où le focus qu'on fait souvent sur les plantes à fleurs quand on s'intéresse aux plantes. Mais il y a d'autres plantes, il y a les conifères par exemple, et il y a toutes les mousses et les fougères qui représentent quand même une diversité non négligeable, peut-être un petit peu moins visible, mais qui a été beaucoup plus visible dans le passé, il y a des millions et des millions d'années. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fleur? En termes d'étymologie, c'est un mot qui est apparu en anglais vers 1200, au XIIIe siècle, sous diverses formes. Flour, flore, flower, dérivé, j'ai pas l'accent, hein, dérivé de l'ancien français flour, lui-même issu du latin flos ou floris. Et en latin, flos était déjà utilisé aussi bien de façon littérale que métaphorique pour désigner le moment le plus beau de la plante. Flos aetatis, la fleur de l'âge en français, ainsi que la partie la plus belle de la plante, mise en valeur par sa position et son aspect. Le mot grec anthos englobait à la fois la pousse et la fleur. Donc en latin, on a une association quand même assez forte entre quelque chose qui est lié à l'esthétique et à une sorte d'apogée. Et le terme fleur a ensuite désigné une partie distincte de la plante dans les civilisations formatrices européennes et a pris un sens au figuré également pour désigner l'élite, la fine fleur de l'Académie d'agriculture, par exemple. Alors pour les non-spécialistes, les fleurs évoquent assez souvent des images de bouquets, de prairies, de jardins ou encore de paysages. On a un tableau de Bruegel avec un magnifique bouquet sur la gauche dans lequel on peut reconnaître, si on scrute bien ce tableau, des ancolies, des renoncules, une fritillaire, roses, pivoines, tout un tas de choses. Alors des fleurs plutôt grosses, voyantes, colorées, qui donnent cet effet agréable au bouquet. Vous reconnaissez également ce tableau de Monet avec le champ de coquelicots qui sont en réalité figurés par des taches rouges. Comment on reconnaît tout de suite que c'est des coquelicots? Eh bien, c'est par l'environnement. On associe les taches rouges à la prairie et dans une prairie, on s'attend à voir des coquelicots. Et donc, on devine ici, on infère d'après on reconstitue qu'il s'agit de coquelicots dans ce tableau.
Et puis, on associe les fleurs à des jardins, comme les jardins de Sissinghurst, représentés en haut à droite, avec ces typiques de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec ces mixed borders, des ensembles de fleurs plutôt horticoles, avec des associations de couleurs qui créent un effet esthétique très agréable. Et puis, on peut associer aussi le terme de fleurs à des floraisons spectaculaires comme celle je crois que c'est le Namaqualand, avec ces tapis de floraison qui sont soudaines. C'est une zone en Afrique du Sud qui est très sèche, c'est une zone de désert, mais il y a toute une réserve de graines dans le sol qui font qu'à la moindre pluie, eh bien ces graines éclosent et donnent très très vite. Le cycle de reproduction est très rapide et les plantes fleurissent très vite et donnent des tapis entiers colorés, magnifiques, spectaculaires, qui attirent beaucoup de touristes. Les fleurs sont souvent vues donc comme des objets munis de pétales colorés et parfumés. J'ai repris ici un dessin qui figure sur le site de la SNHF et qui est une production du cours d'illustration botanique que j'ai suivi cette année. Très très bien, je recommande. Alors, pour les botanistes, on y arrive. Pour la botaniste, la fleur, c'est une structure qui a une organisation fixée. Elle est définie, on peut la définir, puisqu'il y a plusieurs définitions en réalité. Moi, j'ai choisi celle-ci. Je l'aime bien parce qu'elle est relativement simple et puis parlante, et elle est facile à expliquer à des étudiants ou à un public autre. Donc, on la définit comme un axe court qui porte des organes femelles, qu'on appelle le ou les pistils, des organes mâles, les étamines, des pétales et des sépales. Donc, les couleurs correspondent, donc les sépales, les pétales, les étamines, pistils, disposés en cercles concentriques. Les pétales et les sépales forment ensemble ce qu'on appelle le périanthe. Ante, vous reconnaissez ante, le mot grec anthos, fleur, péri, autour. Donc c'est les organes stériles qui entourent la fleur, qui entourent les organes reproducteurs, qui sont le centre fonctionnel vraiment en termes de reproduction de la plante. Enfin, les pétales et les sépales jouent aussi un rôle fonctionnel. Alors, j'ai été regarder quand même les définitions du terme fleur dans le dictionnaire Trésor de la langue française sur Internet. Et on retrouve la définition botanique et on retrouve également les définitions plus liées à l'esthétique, au social qu'on a donné précédemment. Donc, ces images de fleurs en bouquet, en jardin, etc. Donc la fleur elle-même, le rameau qui la porte, plante que l'on cultive pour l'agrément. Et puis on retrouve également le côté, le sens dérivé, qui est la fleur, l'apogée de la beauté ou l'élite. Le dictionnaire de l'Académie française donne des choses assez similaires, alors moins précis. Pour ce qui concerne la définition botanique, partie des plantes supérieures, ordinairement colorées et souvent odorantes. Là, on est presque plus dans le subjectif ou le partiel, qui porte les organes de la reproduction, le calice, la corolle, le pistil d'une fleur femelle, les étamines d'une fleur mâle, être belle et fraîche comme une fleur. Donc, on retrouve ce côté lié à l'esthétique, le côté aussi lié au jardin, aux prairies, et puis le côté bouquet. Alors, sur la base très stable qu'on a vue précédemment, donc un axe court qui porte des organes stériles, les sépales qui protègent la fleur, les pétales qui souvent attirent les pollinisateurs, les étamines, les pistils, qui sont toujours organisés comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur. Vous trouverez jamais une fleur avec des pistils à l'extérieur et des pétales au milieu, ou alors c'est un mutant. Donc, sur cette base extrêmement stable, une infinité de variations de formes, de couleurs, de parfums existent. Là, cette image présente un microscopique aperçu de cette diversité. Alors, il n'y a pas d'échelle, et c'est un peu dommage. J'aurais dû mettre les photos à l'échelle, parce que, par exemple, cette fleur ici, est-ce que j'arrive à pointer? Voilà, cette fleur, celle qui est, avec les étamines jaunes ici, c'est une fleur de palmier qui est en réalité très très petite, alors que cette fleur de Calidorea, ici je crois que c'est Calidorea, je suis pas sûre, c'est une iridacée en tout cas, est beaucoup plus grande. Donc de grandes variations
dans la forme, la couleur, etc. Et ces variations concernent des choses qu'on voit pas forcément, comme par exemple le sexe des fleurs. La plupart des plantes à fleurs, qui totalisent à peu près 300 000 espèces. 300 000 espèces, c'est beaucoup, hein. Eh bien, environ 80-85% des plantes à fleurs possèdent des fleurs avec deux sexes, des fleurs bisexuées. C'est le cas classique, étamine, pistil. On dit que les fleurs sont hermaphrodites. Dans un certain nombre de cas, et je pense que Philippe vous l'évoquera tout à l'heure, on a des plantes qui portent des fleurs mâles et des fleurs femelles. C'est le cas de nombreuses cucurbitacées. Et puis, il y a aussi des plantes comme les kiwis qui portent, certains pieds portent des fleurs femelles et les autres pieds portent des fleurs mâles. C'est le cas des palmiers dattiers également. Donc, des variations qui se voient pas forcément, parce qu'on va pas forcément aller chercher s'il y a un pistil, des étamines dans les fleurs. L'aspect général peut être identique. Il y a des variations au niveau du périanthe également. Il y a des fleurs dépourvues de pétales, comme ces fleurs d'Akebia, une plante grimpante avec 3 sépales ici colorés, et des fleurs. D'ailleurs, ça combine l'absence de pétales et une variation du système sexuel, puisque ici vous avez les fleurs les plus grosses sont des fleurs femelles et les fleurs plus petites sont des fleurs mâles. Et puis il y a des fleurs totalement dépourvues de périanthe, toutes petites, comme les fleurs des arbres forestiers. La plupart des arbres des forêts tempérées françaises ont des fleurs très petites regroupées en chatons, comme c'est le cas chez le chêne ici. Donc oui, les arbres ont des fleurs. Les arbres comme le chêne ont des fleurs. Il n'y aurait pas de gland s'il n'y avait pas de fleurs. Et les graminées ont des fleurs aussi. Le nombre d'organes également varie beaucoup. Alors, ça varie de 0 à plus de 1000. Il y a une fleur de palmier qui possède plus de 1000 étamines. Ici, sur la gauche, vous avez une benoîte commune, une fleur assez typique. C'est un cas assez fréquent les fleurs à 5 pétales, 5 sépales. Et celle-ci a beaucoup d'étamines et beaucoup de pistils. Et à droite, vous avez une fleur de cardamine, donc une plante de la famille du chou, qui possède 4 sépales, 4 pétales, 6 étamines et un seul pistil. Donc, vous voyez beaucoup de variations dans le nombre d'organes. La taille également est très très variable. La plus grande fleur connue représentée sur la gauche a une envergure de plus d'1 mètre de large, c'est le Rafflesia arnoldi, alors que la plus petite fleur connue fait moins de 1/2 millimètre, et encore c'est probablement moins, et possède juste une étamine et un pistil. C'est ça la fleur. En fait, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une étamine, on peut parler de fleur en termes botaniques. Vous voyez la nuance entre la fleur esthétique définie par ses pétales, qui est la perception de la fleur du grand public, et la fleur scientifique, la fleur des botanistes, qui peut être définie simplement par la présence d'une étamine, d'une seule étamine. Voilà. Donc vous avez en dessous une schématisation en fait on a coupé les toutes petites, c'est comme des lentilles d'eau en fait les wolffias, hein, ça ressemble aux lentilles d'eau, et on l'a coupé transversalement, et on voit en section que c'est une toute petite lame chlorophyllienne avec un petit creux dans lequel sont posées sont attachées une étamine et un pistil. Toutes ces variations sont presque toujours en lien avec la reproduction, puisque pour les botanistes, la fleur, c'est la structure reproductrice des angiospermes, qui est le nom scientifique des plantes à fleurs. Alors la reproduction, c'est quoi ? C'est le fait de donner, c'est intuitif, vous le savez tous, c'est le fait de redonner un nouvel individu au sein d'une même espèce. Chez les plantes à fleurs, la reproduction, elle passe, il manque un mot, par les graines qui sont contenues dans un fruit. Donc on passe d'une fleur ici, qui produit d'une plante à fleurs, et une fois que les fleurs sont transformées en fruits, contenant des graines, les graines peuvent être dispersées, on y reviendra, pour redonner un nouvel individu. On peut aussi avoir de la reproduction clonale. C'est quelque chose qui est très utilisé d'ailleurs en jardinage ou en agronomie même. On reproduit, on prend un morceau d'une plante pour la bouturer et redonner un nouvel individu identique au précédent. Ça, c'est une action humaine, mais ça se fait aussi dans la nature par exemple, tout un tas de petits accessoires qui sont produits par certaines plantes, comme des bulbilles, ou même les plantes à rhizomes. Les rhizomes peuvent se fragmenter, et comme chaque
morceau de rhizome, c'est un morceau de tige avec des bourgeons, potentiellement, eh bien, les bourgeons peuvent redonner un nouveau pied feuillé. Donc, la reproduction, c'est soit de la reproduction sexuée, soit de la reproduction dite végétative, qui passe par les parties végétatives de la plante. Dans un cas, on a un brassage génétique au moment de la reproduction, c'est le cas de la reproduction sexuée. Dans l'autre cas, la plante est reproduite à l'identique de la plante mère. De la fleur au fruit, on a 3 grandes étapes. La première étape, c'est la dispersion du pollen. Donc ce qu'on appelle la pollinisation, qui est le thème de cette journée, par différents vecteurs. Ensuite, une fois que les grains de pollen sont posés sur le pistil, soit de la même fleur, soit d'une autre fleur, on a la fécondation. La fécondation, c'est la rencontre des gamètes, donc des cellules reproductrices, mâles et femelles. La fleur va donner un fruit contenant une ou plusieurs graines, et ensuite ces graines, ou contenues ou non dans le fruit, sont dispersées. Donc c'est les 3 étapes majeures qui font qui composent le cycle de reproduction des plantes à fleurs ici. Des plantes à fleurs. Alors, on va détailler ces 3 étapes les unes après les autres. La pollinisation, c'est le transport passif. Et j'ai mis passif en majuscule parce que c'est vraiment ça qui se passe. Même s'il y a des insectes qui viennent polliniser une fleur, ils ne le font pas volontairement. Les insectes viennent se nourrir ou se reproduire dans une fleur. Ils ne viennent pas exprès pour je vais aller transporter le pollen de cette fleur-là vers une autre fleur de la même espèce. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et les spécialistes de la pollinisation vous l'expliqueront mieux que moi. C'est les animaux pollinisateurs viennent se nourrir ou se reproduire, donc accomplir une part de leur cycle de vie dans une fleur. Donc c'est un transport passif du pollen d'une fleur vers une autre, ça c'est la pollinisation croisée, ou bien vers la même fleur, et ça s'appelle l'autopollinisation. Et au cours de leur évolution, les plantes à fleurs ont développé toute une gamme de stratégies pour faire transporter leur pollen, puisque les plantes sont, pour la plupart d'entre elles, des organismes immobiles, la plupart du temps fixés sur un substrat, le sol ou une autre plante. Et donc elles ne bougent pas. Comment faire pour faire transporter les gamètes mâles vers les gamètes femelles? Eh bien, les plantes donc ont développé des stratégies avec une diversité de formes florales pour attirer et assurer le transport attirer des agents pollinisateurs et assurer le transport du pollen vers une autre fleur ou la même plante. Et ces agents, c'est le vent. Alors, à peu près 10-15% des plantes à fleurs ont leur pollen, font transporter leur pollen par le vent. On verra à quel type de morphologie c'est associé. Donc le vent, c'est quand même un facteur pas négligeable et c'est pas du tout quelque chose qui est ancestral chez les plantes à fleurs. Les premières plantes à fleurs étaient probablement pollinisées par des insectes, peut-être des coléoptères, et pas par le vent. Donc c'est quelque chose qui est assez évolué, la pollinisation par le vent. Il y a évidemment les insectes, c'est la majeure partie des agents pollinisateurs. Ça peut être des abeilles, des bourdons, des papillons, des cirques, des coléoptères, par des chauves-souris également, par des oiseaux, et même par des petits mammifères ou des petits reptiles ou des petits lézards ou autres. Ça, c'est un petit peu plus anecdotique. Voilà, donc les 4 grands types de pollinisateurs, c'est le vent, les insectes, les chauves-souris et les oiseaux, avec pour les insectes une grande diversité d'agents pollinisateurs. La diversité de formes, de couleurs, de parfums évoqués précédemment et le fruit, ça a été évoqué tout à l'heure en introduction, d'une coadaptation entre les fleurs et les agents pollinisateurs. Et il y a eu au cours de l'évolution une optimisation entre la forme de la fleur et la forme et le comportement des agents pollinisateurs. Sur cette planche ici, c'est vraiment quelques petits exemples. En haut, toutes les 8 photos du haut, c'est des exemples de fleurs visitées ici par des insectes. Alors, on peut peut-être ici introduire la différence entre visite sur un visiteur floral et pollinisateur. Un visiteur floral, c'est un animal qui se pose sur une fleur. Le pollinisateur va avoir une action de transport du pollen, ce qui n'est pas toujours le cas, mais une bonne partie des visiteurs floraux sont quand même également
jouent quand même le rôle de pollinisateurs s'ils se posent assez près des organes reproducteurs. Donc ici, vous avez des coléoptères, des cirphes, des hyménoptères, et vous voyez la diversité de formes florales, mais on reste dans des couleurs allant du blanc au violet, au mauve, en passant, alors il pourrait y avoir du bleu, du jaune, des couleurs parfois vives, mais il n'y a pas de rouge et il n'y a pas de blanc pur. En bas, vous avez une photo de pitaya. C'est une plante dont on consomme les fruits et qui est maintenant cultivée en France, qui a des fleurs pollinisées par les chauves-souris. Les fleurs qui sont pollinisées par les chauves-souris ont tendance à s'ouvrir la nuit, puisque les chauves-souris ont une activité nocturne, à émettre un parfum assez prononcé qui permet aux chauves-souris de les repérer à l'odeur et à produire du nectar de façon répétée. Donc les fleurs pollinisées par les chauves-souris se trouvent uniquement dans les zones tropicales, là où sont les chauves-souris mangeuses de nectar. Donc ces chauves-souris vont repérer les fleurs avec leur parfum et puis elles sont capables de revenir plusieurs fois sur la même fleur qu'elles repèrent avec leur petit radar. Et donc ces fleurs produisent du nectar de façon répétée. Les fleurs pollinisées par les oiseaux ont tendance à avoir des couleurs très vives, dans les tons orange, rouge, rose vif, avec souvent un tube. Les oiseaux mangeurs de nectar, on les trouve en Afrique du Sud, on les trouve dans les zones tropicales, sous les néotropiques, en Asie du Sud-Est, et ce sont des oiseaux qui ont un bec assez long, et qui vont plonger dans la corolle et qui vont boire le nectar au fond de la corolle. Alors les oiseaux voient très bien le rouge et d'où une sélection de la couleur rouge pour les fleurs pollinisées par les oiseaux qui les distinguent des autres fleurs. Et les oiseaux ne sont pas intéressés par le parfum. Donc ces fleurs sont souvent dépourvues de parfum. Et puis enfin, les fleurs pollinisées par le vent, caractéristiques avec dépourvues de couleurs. En botanique, dépourvues de couleurs, ça veut dire beige, vert, marron, dans des tons plutôt proches du vert, donc qui se distinguent peu de la partie végétative de la plante. Elles sont souvent dépourvues de périanthe ou avec un tout petit périanthe. Elles sont souvent de petite taille et elles ont souvent des étamines qui sortent bien de la fleur, comme c'est le cas ici sur cette fleur de Poacée, qui a des très petites fleurs regroupées en petits épis et avec des étamines qui pendouillent comme ça et qui se balancent au gré du vent. Et le moindre souffle de vent emporte le pollen qui est très léger et qui peut aller à la rencontre d'autres plantes, d'autres fleurs. Alors, on a vu ce qui se passait pour le transport du pollen, assuré par toute une gamme d'agents biotiques, insectes, oiseaux, chauves-souris, lézards, etc. Abiotiques, le vent. Il y a quelques cas très très rares de pollinisation par l'eau, de transport du pollen par l'eau. C'est quelques espèces, une poignée d'espèces, et c'est très peu documenté. Le pollen est transporté, il arrive sur le pistil de la fleur ou les pistils, et ensuite pourra se produire la fécondation qui est définie comme la rencontre des gamètes mâles produits dans les étamines et des gamètes femelles produits dans le ou les pistils. Issus de fleurs différentes, fécondation croisée, ou bien de la même fleur, auto-fécondation. Côté mâle, qu'est-ce qui se passe? On zoome ici sur une étamine à gauche. Et si on fait une coupe, une étamine est généralement composée d'un petit pied qu'on appelle le filet, et puis d'une zone un peu plus charnue composée de 4 parties chez les plantes à fleurs en général. Et ces 4 sacs, puisqu'on les appelle des sacs polliniques, contiennent les grains de pollen qui sont produits donc dans ces sacs polliniques. Alors juste à côté, vous avez comme une coupe transversale, une vue transversale de l'étamine sectionnée dans laquelle on voit du dessus les 4 sacs polliniques et les grains de pollen qui se sont formés à l'intérieur. Quand on zoome sur un grain de pollen, c'est la photo du centre en microscopie électronique à balayage, ça permet de voir le pollen presque en 3 dimensions. On voit une sorte de petit ballon avec 3 sillons. Ces sillons, on les appelle les apertures. Et voyez l'échelle, le grain de pollen, il fait quoi? 30 microns de large. La taille des grains de pollen varie entre 10 et 150 microns. C'est très 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 petit.
Si on regarde à l'intérieur du grain de pollen, c'est le schéma qui est tout à fait à droite, on voit que le grain de pollen se compose à l'extérieur d'une paroi, une paroi qui est très très résistante. Elle est formée de sporopollénine, un composé qui résiste à l'acide nitrique et qui résiste au temps, puisqu'on peut trouver des pollens fossiles vieux de beaucoup de millions d'années. Ensuite, il y a une paroi un petit peu plus souple de cellulose, c'est les zones en noir et en vert, et puis à l'intérieur, il y a deux cellules imbriquées l'une dans l'autre. Une cellule dite végétative, avec un noyau, et puis le gamète, imbriqué dans la cellule végétative, tout petit, qui est juste un noyau avec un peu de cytoplasme autour. Et donc, j'ai représenté en dessous l'emboîtement, le niveau d'emboîtement de ces structures. Donc, le gamète est contenu dans le pollen, qui lui-même est contenu dans l'étamine, avant d'être dispersé. Juste un petit aperçu de la diversité du pollen pour vous montrer les différences de taille et de structure de la paroi. C'est une diversité vraiment assez étonnante. Alors c'est pas les vraies couleurs, hein. C'est une photo qui est colorisée pour la rendre un peu plus spectaculaire, mais il y a des pollens colorés. Côté femelle, on reprend notre pistil dont la partie basale s'appelle l'ovaire. La partie basale, c'est celle qui renferme les ovules. Alors attention, l'ovule des plantes et l'ovaire n'est pas du tout homologue à l'ovule des mammifères. L'ovule des mammifères, c'est le gamète. Chez les plantes, l'ovule, c'est beaucoup plus compliqué. C'est cette structure qui est représentée au milieu, avec un petit pied qui la rattache à l'ovaire, et puis un tégument, donc une enveloppe, qui renferme une zone centrale, qui renferme une structure particulière, qui est formée de plusieurs cellules, à l'intérieur de laquelle il y a le gamète femelle. Donc il y a un niveau d'emboîtement des structures qui est même presque plus complexe que du côté mâle. Donc le gamète est renfermé dans le sac embryonnaire, qui est contenu dans l'ovule, qui est lui-même protégé dans l'ovaire. Protégé. L'ovaire assure cette fonction de protection des futures graines, puisque les ovules sont les futures graines. D'abord, les grains de pollen se posent sur le pistil, on a vu. Si le pollen est reconnu par le stigmate, il forme un tube pollinique qui traverse les tissus du carpel, c'est représenté sur le schéma ici, et véhicule les gamètes mâles. En fait, il y en a deux. Il y a deux gamètes mâles. Parce que le petit gamète que vous avez vu tout à l'heure dans le grain de pollen, il se divise en deux, soit avant la dispersion du pollen, soit au moment où le pollen est déposé sur le stigmate. Donc, il y a deux gamètes mâles. Ces deux gamètes sont véhiculés par ce tube, acheminé dans le petit tuyau, jusqu'au gamète femelle à l'intérieur de l'ovule. Vous avez un zoom sur la droite. L'un des gamètes fusionne avec le gamète femelle du sac embryonnaire et va donner un embryon. L'embryon, c'est la future plante, donc un tout petit bébé plante avec une mini racine, deux minuscules feuilles et puis un tout petit bourgeon au sommet qui sera capable, lorsque les conditions sont favorables, de redonner une nouvelle plante. L'autre gamète fusionne avec les deux noyaux de la cellule centrale pour donner un tissu de réserve qu'on appelle l'albumène. C'est la double fécondation qui est typique des angiospermes et qui n'existe pas ailleurs chez les autres plantes terrestres. Donc les angiospermes sont définis par leurs fleurs, par leurs fruits et par la double fécondation. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que la fécondation a eu lieu, il y a tout un mécanisme de formation des graines qui est déclenché. Donc le pistil grossit, la paroi s'épaissit, plus ou moins, soit elle durcit, soit elle devient charnue. Les ovules se transforment en graines. Le tégument, donc la couche protectrice autour de l'ovule, va soit se transformer, devenir plus dur ou charnu ou devenir coloré. Les réserves s'accumulent à l'intérieur de la graine. L'embryon se niche dans ces réserves et donc la graine, c'est défini comme l'embryon, les réserves protégées par le tégument. Aux étudiants, je dis toujours, c'est l'embryon qui part avec son petit, quand la graine est dispersée, l'embryon part avec son petit sac à dos rempli de choses à manger, c'est les réserves, et avec sa cape de pluie, le tégument, et la graine est capable de résister à beaucoup de choses, et elle est autonome pour germer lorsque elle rencontre des conditions favorables et redonner une nouvelle plante.
La diversité des fruits et des graines n'a rien à envier à celle des fleurs ou du pollen. Vous pouvez le voir sur cette image que j'ai trouvée sur Internet, avec des variations extraordinaires de taille, poids, couleur, forme, texture, un peu comme on trouve chez les... J'ai bientôt fini. Et on finit avec la dispersion, qui est le transport des graines, contenues ou non dans les fruits, de la plante qui les a produites pour donner une nouvelle génération. Et au cours de leur évolution, les plantes à fleurs ont développé, un peu comme pour la pollinisation, toute une diversité de stratégies pour faire transporter, ce sont des organismes immobiles, leurs graines ou fruits. La structure dispersée étant soit l'un, soit l'autre. Par le vent, dans ce cas-là, il y a des appendices qui confèrent de l'aérodynamisme, comme les samarres d'érable. Par les animaux, alors par ingestion, par le pelage ou déposé dans des cachettes. Dans ce cas-là, il peut y avoir une partie charnue ou bien des petits crochets. Par l'eau, les graines flottent. Par la gravité, les graines sont lourdes. Par autopropulsion, il y a un mécanisme, comme chez les géraniums, qui crée, ou les concombres explosifs, qui crée une tension dans la paroi du fruit qui fait exploser. Et les graines sont auto-expulsées. Et donc la diversité actuelle des structures dispersées, fruits ou graines, résulte, comme dans le cas de la pollinisation, d'une coadaptation avec ces vecteurs de dispersion. Et on finira avec ces images de prairies fleuries et de bandes fleuries qui sont très en vogue aujourd'hui et qui finalement utilisent le côté esthétique des fleurs et l'attraction vis-à-vis des pollinisateurs pour avertir au sujet de la disparition de la chute de la biodiversité, promouvoir la biodiversité et apporter un petit peu de diversité, justement, dans des écosystèmes où elle avait un peu disparu, les jardins, les écosystèmes agricoles, les agroécosystèmes. Merci pour votre attention.